Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Je suis Vincent Huchling, je suis le cofondateur de ce podcast et j'ai le plaisir d'avoir déjà enregistré plus de 200 épisodes et fait des rencontres assez extraordinaires au travers de ce podcast. Le Big Data Hebdo, c'est des épisodes qui de temps en temps peuvent être des épisodes de news ou alors recevoir un invité pour parler d'un sujet bien spécifique, pour parler d'un projet qu'il a pu mener ou alors nous décrire comment il utilise la data et l'IA dans son organisation. Je suis aujourd'hui accompagné de mes plus fidèles co-hosts, puisque j'ai avec moi Jérôme et Paul. Salut Jérôme, comment ça va? Écoute, ça va bien, hein, je suis bien content d'être là, et puis les épisodes avec invités, c'est vraiment les plus intéressants en général. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu fais Jérôme, puisque tu as eu un peu de changement pour ceux qui ne t'ont pas Et suivi bah en récemment? fait, ce qui a changé, c'est surtout que la boîte a changé, puisque maintenant je suis chez Actian, parce que Zinea s'est fait racheter par Actian. Donc Zinea, c'est devenu le nom d'un produit chez Actian. Mais sinon, pour l'instant, pas grand-chose a changé, ça fait 2 mois, donc on est en train de se faire merger, donc on est dans l'époque où les authentifications ne marchent plus, où toute sorte de joyeuseté due au changement de système et la fusion les Je sais, fusions des différents systèmes d'application. Donc c'est fini. j'ai plus quelqu'un qui me disait pour le quotidien, généralement, ce genre de période, c'est comme si tu changeais de boîte, mais en pire en Non, fait. parce que quand tu Parce changes de que boîte, sauf celle où tu mets trois on semaines à t'attend. avoir un ordinateur, en général, tu as un nouveau compte, un machin. Là, bah, tu as des intégrations avec des systèmes qui marchent plus. Ouais, bah voilà. Voilà, ça fait des belles blagues. Et toi, Paul, comment ça va? Eh ben, salut Vincent, content d'être là aussi. Quand tu m'as dit Vincent, aujourd'hui on va parler de bleu et de rouge, moi, je me suis dit ça y est, on va refaire le match Snowflake Databricks, ça m'a pas du tout. Mais ça, je vais vous laisser en dire plus et puis je vais te laisser accueillir notre invité. Super. Donc moi, je suis Vincent Huchting. Mon métier, c'est d'accompagner mes clients pour construire des plateformes data et IA et surtout mieux utiliser leurs données pour pouvoir améliorer leur productivité parce que c'est quand même ça qui est important à la fin de l'histoire. Et donc, on a le plaisir d'accueillir Florian. Florian, comment vas-tu? Très bien, merci pour l'invitation. C'est cool. Alors, est-ce que tu peux, même s'il y a beaucoup de gens qui ont déjà eu le plaisir de te voir, parce que tu as fait pas mal d'interventions sur des meet-ups, sur des choses comme ça, j'imagine. Donc, il y a pas mal de gens qui ont déjà eu l'occasion de t'entendre et de te voir. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et présenter aussi là où tu évolues actuellement? Florent Carvi, plutôt ouais, dans les métiers de la data et IA depuis 6 ans. Et j'évolue aujourd'hui dans le groupe BPCE en tant que responsable d'une équipe autour de tout ce qui va être plateforme data IA et d'architecture data pour le groupe de manière transverse. Parce que le groupe BPCE, c'est un groupe très large et mauve, justement. Voilà. Et on va effectivement commencer par peut-être, parce que même s'il y a des gens qui connaissent les environnements type bancaire, ce genre de groupe, mais je pense que tout le monde a peut-être besoin d'un petit refresh de comment finalement BPCE s'est constitué. Et parce que déjà, chacun individuellement, c'était une structure avec des ramifications locales, régionales et tout ça. Donc c'est intéressant de regarder puisque ça a évidemment une influence sur la manière de laquelle le sujet data est géré dans ce type d'organisation. Allez, vas-y, explique-nous un petit peu comment ça marche, comment est-ce qu'on fait du mauve avec du bleu et du rouge, même si on va éviter de rentrer dans peut-être des sujets un petit peu sensibles de ce point de vue-là. Un, le groupe BPCE, donc c'est pour Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Et en fait, c'est né de la fusion en 2009, la fédération Caisse d'Épargne et des banques populaires, qui avait pour but de se rapprocher pour donner un groupe bancaire en fait et mixer les fonctions transverses. Et historique. Et au même moment, pour certains qui avaient des actions, il y avait NetExis et Exis qui ont fusionné pour donner aussi NetExis, dans lequel le groupe BPCE était en fait actionnaire principal. Ah, je savais pas il y avait cette double fusion qui s'était faite, qui s'était opérée à ce moment-là. Ah Et ouais, je oui, savais pas. partie en fait qu'on pourrait appeler la corporate banking pour les caisses d'épargne et les banques populaires qui avaient fusionné aussi. Et avec un gros Ok. changement à partir de 2020-2021 parce que c'est la sortie de la cote de Natixis par rachat du groupe BPCE et donc intégration de Natixis en tant que finalement filiale du groupe pleine. La marque existe toujours, Natixis c'est ça, et qui est donc maintenant
partie intégrante du groupe BPCE. Ouais. Et donc, déjà pour une organisation classique, l'évolution des besoins en termes de data, c'est un truc qui est pas facile à vivre. Déjà pour une organisation qui serait une seule entité, mais avec une légère fragmentation, avec différents niveaux, on peut se retrouver avec plusieurs choses à faire coexister de manière un petit peu parfois douloureuse. Mais alors là, on peut s'imaginer que quand même, quand on merge un nombre d'activités démentielles ensemble, c'est quand même quelque chose de compliqué, sachant que déjà dans le monde bancaire, il y a structurellement différentes activités, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des gens qui, d'un point de vue salle de marché, vont pas forcément avoir les mêmes outils que dans la banque de détail. Donc déjà, il y avait déjà des coexistences qui devaient déjà intrinsèquement dans chaque établissement être compliquées à faire. Et donc, si on redéroule un petit peu l'évolution du paysage data dans l'ensemble, il y avait au départ des activités analytiques qui étaient menées sur de traditionnels équipements SQL et qui ont évolué dans un premier temps pour ensuite réévoluer, puisque le sujet qu'on va essayer de couvrir, c'est comment est-ce qu'on a cloudifié en faisant aussi un petit peu d'hybridation, puisqu'on ne pouvait pas, j'imagine, tout passer dans le cloud, et même ça aurait peut-être pas forcément été la chose la plus intelligente, même si on avait pu le faire. Donc, je te propose de revenir un petit peu au départ. J'imagine quelque chose qui devait se dérouler autour des années 2010, c'est-à-dire quand on a commencé à s'imaginer qu'il y avait autre chose à utiliser que d'aller enrichir uniquement monsieur Ellison. Alors moi 2010 j'étais encore au bac, mais je peux te faire le parcours de. Je vais te raconter l'histoire comme moi je l'ai vécu dans le parcours aussi. C'est-à-dire que moi je suis arrivé historiquement à Natixis et historiquement je suis arrivé au moment où justement t'as ce fameux monde Hadoop qui arrive dans les entreprises parce que Ouais. Hortonworks, parce que Mapper, parce que Cloudera, donc des distributions de type enterprise. Et finalement comme l'IAGN de maintenant, le big data c'était le mot clé dans les comex, dans les comités, les réflexions stratégiques des entreprises qui étaient de se dire, parce que tout le monde le disait, votre data c'est votre nouveau pétrole et il faut maintenant des plateformes big data. Donc on arrive à ce moment-là où t'as des premières plateformes qui se montent, historiquement avec Hortonworks. Et moi j'arrive dans un monde côté corporate donc au niveau des financements c'est marrant parce que même au niveau du corporate banking, que ça soit sur les marchés versus les financements structurés versus le crédit documentaire et d'autres choses. Les activités sont complètement différentes, pas la même manière de gérer, pas les mêmes problématiques de timing. Le market, typiquement, sur du front marché, donc du temps réel dans la gestion des opérations, versus du financement qui est sur du temps long, etc., mais qui a un modèle de données qui est complexe, en fait, par le fait que c'est des financements qui ne sont pas juste un prêt avec un encours, mais différentes typologies de manière d'utiliser l'argent et de rembourser l'argent pour les entreprises, avec derrière de la mise en garantie. Donc on arrive sur la création des premiers data lakes là-dessus, avec un objectif plutôt typé opérationnel côté manque de grande clientèle. On était dans un monde avec de l'Exa, avec du Sybase, IQ notamment, du Business Object, du Cognos, qui tournait sur du reporting, etc., etc. Et cetera. Et on se retrouve aussi avec des contraintes réglementaires qui évoluent à ce moment-là, avec la volonté d'avoir plus de profondeur de données sur les stress tests, volonté aussi de multiplier le nombre de stress tests par rapport à différents voilà, je vais pas dire problématiques marché, mais d'encore mieux d'avoir un modèle qui est encore plus systémique, qui est capable d'être encore plus résilient au niveau du risque pris par les banques. Et donc il s'avère que les exadata c'est bien, mais ça coûte très cher à ce moment-là. Il y a la volonté de se dire ok, il y a des nouvelles technologies, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et donc on a démarré sur les risques de marché d'abord, et après on a invité les différents métiers. Et moi j'étais notamment dans les financements à se lancer là-dedans. Par ce biais-là, moi je suis rentré, j'ai pris un peu plus de transversalité là-dessus, dans ces métiers-là. Déjà donc différents métiers au sein de la corporate banking, t'imagines bien. Et au même moment, dans les fonctions plutôt retail, qui étaient déjà séparées à l'époque parce qu'on avait les caisses et les banques d'un côté, mais on avait aussi assurance vie, non-vie, donc des métiers autour de l'assurance. On avait aussi les métiers du leasing, de la facturage et autres, qui n'étaient pas forcément dans BPCE, qui étaient des métiers qui étaient encore chez Natixis. Il y a eu des premières évolutions, des mouvements et autres, et donc des plateformes qui se sont créées aussi autour de certains métiers, comme la facturage et le leasing, qui n'étaient pas forcément dans les mêmes temporalités que, tu vois, le corporate banking ou dans les volumes. Et côté BPCE, au moment où on est encore avec une informatique des caisses, une informatique des banques qui viennent donc prêter, qui viennent structurer
l'information décisionnelle et opérationnelle pour les caisses et les banques, avec derrière des exadata, des teradata de mise à dispo. On a la volonté de créer, pareil, une plateforme Hadoop avec un objectif, créer une plateforme data mauve, rouge et bleu, où les données sont dedans, anonymisées avec les contraintes RGPD qui étaient au même moment, 2017-2018. Hein. Et donc, y a tout ce beau monde qui commence à se lancer sur des plateformes voilà, big data. Et moi, au même moment où Natixis est racheté, je suis déjà dans une équipe transverse et on devient transverse pour le groupe. Donc, c'est hyper intéressant parce que tu vois tous les métiers, mais en même temps, c'est hyper challengeant parce que chaque métier a pas les mêmes contraintes ou la même manière de fonctionner non plus avec son SI, quoi. Surtout que j'oublie qu'il y avait l'asset management qui a aussi des particularités, multi-boutiques et autres, donc fonctionnement un peu différent. Est-ce que vous êtes à l'époque, pardon, juste sur des use cases vraiment très analytiques pour ces plateformes big data? C'est vraiment orienté derrière sur le décisionnel ou est-ce que ça va aussi traiter un peu plus d'opérationnel, aller vers du temps réel? Est-ce qu'il y a des expérimentations de ce type-là à l'époque? Côté corporate banking, vraiment deux typologies de use case dès le début. Traitement de la donnée, donc vraiment traitement massif de la donnée. Donc on est vraiment dans la partie, les fameux 3V du début. Le volume, la vitesse et la variété de données, parce qu'on se retrouve avec des traites de marché qui peuvent être des documents qu'on veut traiter, ça peut être des PDF, des emails. Donc la première fois aussi, on commence à faire un peu de recherche documentaire avec des jets direct à l'intérieur, avec typiquement des outils comme Solar donc et autres. Et on se retrouve vraiment donc traitement Spark, les premiers développements Spark, etc. Hive ou HBase pour faire du traitement de données, de l'opérationnel, et on commence à avoir du décisionnel parce qu'il y a une volonté aussi de se dire c'est intéressant, on est sur du gros volume, il s'avère que bah, dans nos petits Sybase ou dans nos SQL Server ou dans nos exa, finalement on se retrouve tout le temps avec un modèle de données qui est difficile à faire évoluer, etc. Moi je vais pas reprendre les principes du décisionnel où finalement on calculait les agrégats en amont et autres, les, euh, les dimensions historisation lente, moi j'ai démarré là-dessus. Et finalement on se dit tiens ça peut être marrant d'avoir des modèles plus déstructurés, avec plus de volume, avec capacité à aller aller à la ligne, à drill donner en fait dans les usages. L'arrivée de Power BI aussi dans le groupe, hein. Tableau, Power BI à ce moment-là, donc l'arrivée en fait d'outils de dashboarding versus plutôt des outils de reporting. Et donc voilà, volonté d'aller faire aussi du décisionnel. Donc là après tu vas chercher des briques parce que Hive on sait très bien que si tu veux faire du tableau dessus en direct query, je pense que tu as le temps d'aller chercher un café à chaque fois que tu lances une requête. Donc c'est au moment où on a Ouais, ah sachant ouais, qu'à cette époque-là, effectivement, ça a un peu évolué après avec c'était HVM. euh, je sais plus exactement. Ou LLAP. LLV, non. Bon, je sais plus. LLVM, non, il n'y avait pas un truc comme ça qui à un moment donné a permis d'accélérer Hive T'avais pour le faire moteur qu'on LLAP aille beaucoup avec du plus vite. cache, etc., de query, etc. Mais voilà. Mais ça restait quand même quelque chose qui était à des années-lumière de ce qu'on pouvait avoir avec un Ouais, moteur de base de données classique. Et c'était quand même un choc pour les gens de dire, attendez, votre truc que vous avez vendu comme étant magique, bah, c'est pourri, quoi. On n'arrive pas à faire quelque chose exactement. avec, c'est clair. Et par contre, tu as parlé à plusieurs reprises de faire les stress tests. C'est vrai qu'effectivement, avoir la profondeur de données qui soit accessible était quand même, à mon avis, pour le coup, un atout assez important pour les gens qui devaient faire du stress test sur des produits, sur des choses comme À ça, non, ça, t'as le j'imagine. fait que t'as plus d'historique, t'as aussi la capacité d'en garder plus de stress test, donc t'as la capacité aussi de d'étendre le nombre de stress que tu veux faire. Et en plus, avec des technologies comme Kafka, etc., qui arrivent aussi au cœur du cloud. Enfin, finalement, Hadoop, ça a fait amener plusieurs technologies. Finalement, c'est une distribution, donc on avait Kafka qui nous permettait aussi finalement d'être plus asynchrone aussi dans la mise à dispo des données. Parce que t'as arrêté maintenant la notion tout le temps, c'est d'envoyer un fichier, donc d'attendre que l'autre finisse son end of date pour avoir tes données. On a commencé à centraliser une base des opérations marché avec les XML à dispo que tu peux toi aller traiter. Donc c'était intéressant parce qu'il y avait l'objectif que chacun puisse l'utiliser, mais que chacun puisse mettre à dispo la donnée. Et finalement, tu es dans une chaîne en fait de fonctionnement. C'est-à-dire que tu as la base des opérations marché, il y en a qui vont le traiter, tu vas traiter ça, donc tu vas pouvoir mettre une information à dispo. Et à l'intérieur, en plus, on a commencé à avoir les fonctions corporate qui sont venues pour se dire, bah finalement, moi, toute ma compta, etc., je peux déjà l'historiser, la mettre là, et je peux aller commencer aussi à me sourcer d'éléments que moi je recevais par fichier avant et d'aller directement en fait les processer au niveau de la plateforme. Donc il y a eu un changement aussi dans l'approche du traitement de la donnée et finalement c'est plus devenu une plateforme, un peu une sorte de carrefour de mise à disposition, etc. Et d'usage, mais malgré tout qui part d'un sujet plutôt opérationnel, d'un sujet très je veux traiter ma donnée parce que j'ai du volume et je veux du capacité de traitement. Forcément, tu commences à avoir du volume, les gens veulent commencer à la consommer. Donc tu as la partie réflexion autour du décisionnel et on a commencé à mettre en place aussi carrément ce que j'appelle les ingestions de masse, c'est-à-dire que
tu recopies tes bases de données d'un autre côté pour fermer en fait des Sybase et autres, parce qu'il y avait aussi la volonté de réduire aussi tout ce côté petit îlot d'endroits où tu as des données, chacun qui s'envoie des flux, avec chacun le traitement de l'information pas de la même manière, enfin bref. Et pour le réglementaire aussi, c'est hyper intéressant parce que moi, je te prends un exemple dans les financements. On devait faire du reporting sur les données opérationnelles du back-office, qui étaient sur une base EXA, et qui avait en fait un Cognos attaché. C'est des outils qui étaient fournis par Finastra, qui est un éditeur de logiciels autour de produits, au niveau des logiciels bancaires. Et finalement, là, bah, tu stockes la donnée, tu l'historises, et donc ça te permet de revenir sur des visions, que ce soit pour l'inspection ou que ce soit pour les recos BCE, d'envoyer aussi plus facilement l'information, au lieu d'aller chercher les sauvegardes, d'aller les répliquer, etc., etc. Donc, mais t'es quand même dans un écosystème, comme je dirais, opérationnel, décisionnel, on a été obligé d'amener des nouvelles briques comme des acteurs français à l'époque, comme Indexima. Et au même moment, t'as côté plutôt retail, pour revenir aussi dessus, parce que c'est les deux mondes, où tu commences à avoir la volonté, comme mentionné Paul, sur les usages, plutôt data lab. Ça veut dire volonté de mettre de la donnée et de respecter les comptes RGPD, le fameux cahier des traitements, etc., où tu anonymises les données, tu mets à dispo des données anonymisées, etc., pour les besoins des data labs qui sont plus avant avec le juridique. Et là, derrière, l'idée, c'est de donner une plateforme, des capacités de compute, des outils pour que les gens puissent faire du data lab. C'était je pense que globalement, 95% des entreprises à ce moment-là ont lancé ce type d'initiative un peu partout. Et ce qui était marrant, c'est que nous, finalement, tu avais dans le même écosystème bancaire, vu que c'était des entreprises aussi différentes, bah, des approches différentes des mêmes plateformes. Donc ça, je trouve ça intéressant à ce moment-là. Tu dis effectivement la nécessité de faire du data lab. Avant ce moment-là, ces sujets type data lab et ainsi de suite, est-ce qu'ils étaient couverts d'une manière ou d'une autre? C'était quoi? C'était des gens qui faisaient du SaaS dans leur coin? C'était ce genre de choses-là et vous avez voulu onboarder ces activités-là pour profiter de cette unification de données? Comment s'est T'as, passé ce... t'as deux choses parce que le SaaS, enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais clairement, on en avait et aujourd'hui, tu as la réflexion de minimiser ce qu'on en a. Mais t'avais donc, ils faisaient du SaaS, mais le SaaS, finalement, quand tu regardes après coup, c'est quand même beaucoup, les gens s'en servent quand même beaucoup comme prep de données pour faire de l'extract, finalement, l'équivalent d'aujourd'hui, Ouais. parce que les gens peuvent faire avec un Alteryx ou des outils comme Easymorph ou autres. Hmm. Enfin, faire plutôt de la prep. Alors, il y avait des calculs statistiques, etc., plutôt au niveau, je vais plutôt dire côté assurance et certaines fonctions corporate, mais c'était plutôt utilisé en sortie. Non, bah les premiers, en plus, c'est le moment où on recrute des data scientists à foison, souvent en stage ou qui viennent faire des tests pour vérifier est-ce que par des algos tu peux détecter des choses, des fraudes, des anomalies. Nous, finalement, côté retail, c'est aussi de détecter les moments clients, donc des moments pour aller venir vers les clients. Donc détecter les signaux qui t'amènent à se dire que le client, il faut aller le contacter pour tel type. Donc finalement, arrivée d'un enfant, moment de retraite, etc., etc. Donc les moments de vie. Plutôt à ce moment-là, les data scientists qui font ça, on leur met des dispos, des datasets CSV, etc. Ils traitent un peu avec du Python Notebook sur leur machine. Et derrière, ils vont te faire un résultat sur un dataset. Et qu'est-ce qui arrive? Bien entendu, c'est ce moment-là où tout le monde dit oh non, faut arrêter l'époque, les MVP, à chaque fois on peut pas aller en prod, etc. C'est marrant parce qu'on t'as l'impression que la boucle est bouclée avec l'IAGEN en ce moment. Euh, Mais oh, tu sais, c'est toujours là. Je pense que il y aurait un méta framework à faire qui est que ça se passe toujours pareil, mais on change les noms, exactement. quoi, à la fin de l'histoire, quand même. Non mais C'est ça qui est merveilleux dans notre surc, c'est qu'on peut quand même commencer à un peu près prédire comment va se passer, quel est le prochain truc qu'on va devoir subir ou affronter, euh, parce que mine de rien, enfin, tu parlais tout à l'heure qu'auparavant il y avait du Sybase, de l'Exadata, des trucs comme ça. Il s'est passé la même chose quand eux sont arrivés pour remplacer les mainframes. Il s'est passé la même chose quand le Hadoop est arrivé pour remplacer ça. Et il se passera la même chose dans le futur de ce qu'on va voir. Et il se repassera encore après-demain la même chose. Donc c'est évident. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, quand il y a le buzz qui arrive hein, sur effectivement les différentes phases, big data, IAGEN, etc., data science, IAGEN, on a quand même ce double effet où les DSI se reposent des questions, font des investissements ou au contraire sont un peu frileuses. En même temps, tous les cursus de formation se mettent à former des paquets de personnes qui vont travailler sur ce segment-là.
elles arrivent en entreprise, et là, Ah on bah, voit que dans la réalité du métier, ça coince un peu, ou ça s'arrête effectivement au POC qui se finit sur le oui. laptop. Et moi, j'ai connu les époques où c'était R qui venait remplacer SAS justement, et on finissait dans euh, dans une appli qu'on pouvait pas sécuriser derrière. Mais Là-dessus, en plus, là, pour rebondir aussi sur ce que tu disais juste avant, tu sais, dans les formations, dans les cursus de formation, c'est vrai qu'à un moment, toutes les écoles ont lancé, tu sais, leur data science, alors ils l'ont tous renommé différent, machine learning, quelque chose, engineer, etc. Moi qui essaye justement d'aller dans les écoles aussi pour former, chaque fois je demande qui veut être data ingénieur, qui veut être data scientist, et à chaque fois j'ai 90% de data scientist, et encore aujourd'hui, hein. Et 10% de data ingé, c'est beaucoup. Mais sur le marché aujourd'hui, la réalité, c'est que dans le traitement de la donnée, etc., dans les nouvelles technologies, enfin, en fait, j'ai besoin de data ingé. Data scientist, Oui, il y en a qui sont formés, il y a des experts, tu veux des PhD, mais finalement, en former, continuer à en former, oui, c'est marrant, parce que tu as su le trend, mais après, ça suit pas forcément l'évolution du marché aussi. mais ce qu'il y a de très certain, c'est qu'entre l'époque dont on parle là et maintenant, déjà le métier autour, enfin la dichotomie qu'on avait à l'époque, data engineer versus data scientist, elle s'est un petit peu fragmentée un peu plus parce que on a effectivement des data engineers qui, eux, pour partie, sont devenus des analytic engineers dans certains cas, qui, pour partie, sont devenus aussi des ML engineers, qui ont été un mix un peu plus proche du data engineer que du data scientist hardcore, et qui est finalement, peut-être, j'imagine, la majorité des gens qui se disent data scientists aujourd'hui sont souvent des ML engineers qui ont une capacité à pas faire des choses euh, de data science hardcore, mais plutôt faire de la data science très appliquée et de l'utilisation de modèles de machine learning, de choses comme ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand tu demandes aux gens, oui, je veux être data scientist, souvent ils pensent plutôt à être ML engineer qu'à être vraiment data scientist et être dans un labo de recherche. J'imagine que chez vous, il y a de toute façon toutes les déclinaisons, il y a suffisamment d'espace pour que toutes les déclinaisons aient une existence dans un environnement comme le vôtre. Mais c'est vrai que le marché, on l'a vu quand même sacrément évoluer mais par contre, à cette époque-là, de toute façon, pour faire de la data science, pour faire du machine learning, fallait sortir la grosse artillerie, quoi qu'il arrive, hein. C'était pas, il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient prêtes, entre guillemets, en prêt à porter, comme c'est le cas aujourd'hui, quoi, hein. Ça vient de la maturité aussi, ouais, de l'écosystème. C'est vrai que nous, au début, le data scientist, bah, comme je disais, fait finalement de la prep. Mm. Puis il fait plus de prep parce que finalement, tu le files un dataset, il prep le truc, finalement, il fait de l'application après, comme tu le dis, finalement, plutôt en ML engineer. Plus les outils avancent, plus nous on s'outille aussi, hein. Il y a eu DataIQ qui est arrivé aussi, etc. Donc là, plus c'est marrant parce que ça fait évoluer, parce que même des outils comme Alter, etc., ils se challengent aussi des gens qui utilisaient du SaaS à l'époque, parce que finalement on fait de la prep. Donc tu t'outilles aussi là-dessus. Tu t'outilles autour de DataIQ, et là finalement, c'est plus finalement le data scientist hardcore comme tu dis, mais c'est plutôt la partie les gens qui avaient plutôt une compétence métier, data analyst, qui connaissent un peu le SQL, etc., qui vont commencer à utiliser ce type d'outils aussi pour aller appliquer du ML. Et finalement, tu dis que c'est aussi intéressant d'avoir des gens plutôt type PhD qui vont aller faire de la recherche sur la partie peut-être modèle aussi plutôt algorithmique autour plutôt aussi pourquoi pas du marché, etc. pour nous, ou de la recherche économique. Donc t'as commencé aussi, enfin les profils aussi se définissent mieux. Et c'est vrai que finalement, moi je dis que j'ai une équipe de data ingénieurs. Alors en fait la réalité c'est que j'ai des personnes qui ont plus de compétences architecture, data, d'autres qui ont plus une compétence ML ingénieur pour accompagner en fait le déploiement du ML à l'échelle, d'autres qui ont vraiment du data ingé, production de pipeline data. Et après, en plus, tu as des data ingé à différents cursus, parce que moi, j'ai des historiques à double. J'en ai des gens qui sont en train de partir sur la partie GCP et de se former, parce qu'on en parlera après, mais il y a cette qualification. Et après, sur les outils, bah ouais, bah, on a eu du R. Il y en a qui ont fait un peu de R et autres. Après, il y a quand même une volonté aussi et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'il y a aussi un data office en centrale, parce que moi, je suis plutôt dans la partie tech data. Et dans cette gouvernance aussi, il y a l'idée aussi de se dire, ce serait quand même bien que quand on a un outil, enfin qu'on ait des outils un peu communs. Alors, la réalité, c'est qu'on est en banque, comme dans les grands groupes, souvent tu as le Gartner chez toi, parce que même si tu essaies d'avoir le maximum d'outils communs, par l'historique, le legacy, l'histoire de chacun, il y a toujours des outils qui traînent à petite échelle, mais tu essaies quand même d'avoir des outils le plus mutualisés, et comme ça avec des centres de compétences aussi, de l'expertise pour accompagner, quoi.
Tu vois, tiens, et après on reprendra le fil de notre histoire, puisque on a une capacité à diverger qui est assez folle, mais ça c'est un grand classique chez nous. Tu vois justement, parce qu'on dit toujours que dans les grandes organisations, c'est toujours un balancier entre on recentralise, on essaye de factoriser au maximum et que tout le monde, un peu, je vais pas dire aller jusqu'au one size fit all, mais pas loin de ça. Et après, il y a un bleu balancier qui repart dans l'autre sens et on rééclate les choses et tout le monde fait un peu ce qu'il veut dans son coin. Vous, de votre côté, vous avez vu vraiment avec ce mouvement centralisateur une unification qui s'est fait de manière durable, ou est-ce que vous continuez à avoir des choses qui peuvent être, je vais pas dire orthogonales, mais avec des nuances très fortes dans la manière de laquelle les entités font les choses? Je dirais qu'au démarrage, en fait, c'est un monde que les gens avaient il y a eu plusieurs choses pour l'unification, en fait. Il y a eu le fait que c'est une nouvelle techno. On se retrouve avec des équipes infrastructure, des équipes sécurité, des gens qui vont l'utiliser cette plateforme, qui sont tous en train de découvrir, en train de prendre en main. Et donc, il y a eu les réunions, je me rappelle, toutes les semaines du jeudi où on avait, j'appelais ça les adoups anonymes, où en gros on se rencontrait tous et on parlait où on en était dans la mise en place de la plateforme, qu'est-ce qu'on faisait, les endroits où ça buguait. Tu vois, typiquement, même pour envoyer un flux, pour les équipes flux, la première fois qu'ils envoient des flux vers du web HDFS, enfin, c'était chacun prenait en fait même le déploiement de Kafka, chacun prenait en main, voilà. La compréhension de ce que c'est qu'un load balancer qui est Zookeeper, c'est quoi Hive concrètement, c'est quoi le HDFS par rapport à Hive, enfin bref. Tu vois, chacun essaie de comprendre et autres. Donc je dirais qu'il y a eu une unification plutôt sur les bonnes pratiques et l'échange par rapport aux communautés. Et moi, c'est la première fois où cette communauté-là, on l'a gardée. Moi, je continue à l'animer. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est aussi une manière qui a un peu changé dans la manière de gérer. Tu vois, parce que typiquement, avant, dans les exas, on avait commencé à essayer de mutualiser des exas. Le problème, c'était chacun utilisait son exa comme il l'entendait. Et c'était pas vraiment au sens communautaire dans l'usage. Alors que là, tu es sur une plateforme où tu dois partager les Mm. ressources, le stockage, mais tu as la capacité de mettre à dispo les données, en plus avec du Ranger à l'époque, où on commence à faire en fait du droit à la table, etc. Donc, tu as d'autres mécaniques qui se mettent en place, et tout le monde est obligé d'échanger ensemble, parce qu'en fait, si tes infras, ils te mettent pas à dispo la plateforme avec les bonnes configs, toi, tu peux pas l'utiliser. Si toi, si tu l'utilises mal, t'endommages tout le monde. Enfin, et donc, c'était marrant ce côté où, donc ça a plutôt unifié l'échange, et ça a fait qu'on a commencé à avoir des bonnes pratiques, tu vois, typiquement, le partitionnement, le compactage efficient, on a essayé de créer des fonctions un peu que tout le monde peut réutiliser, du traitement Spark aussi, parce que finalement chacun se connectait aux bases Oracle pour aller faire du load data. Donc il y en a qui ont commencé à utiliser du scoop, voilà, c'était marrant au début, c'était bien de se faire la main. Après forcément il y a eu des traitements Spark à l'échelle pour se connecter aux bases en multipliant le nombre d'accès à la base, etc. Et finalement quand tu l'as fait une fois, t'as pas besoin de le réécrire 56 fois ce programme. Donc l'idée c'était que chacun puisse le partager. Donc ça a changé certaines approches parce que ça a fait que les gens se mettent autour d'une table pour parler de la manière dont tu utilises les choses, les outils, et finalement d'avoir un socle commun, ça fait que tu t'amènes aussi à avoir les mêmes pratiques. Donc on a des pages, nous on a Confluence à la maison pour faire toutes ces pages-là, mais tu aurais pu avoir un Notion ou autre dans lequel voilà, on essaie de tout résumer, les URL de connexion, la manière de faire, les bonnes pratiques, etc., etc., etc. Ouais. Mais Donc c'est intéressant, c'est une autre et ce qu'il y a approche, je pense. d'excellent, c'est que comme vous êtes tous partis avec une techno où il n'y avait pas d'antécédent euh, Oui. à différents endroits, donc nécessairement le consensus il se fait un petit peu, obligatoirement il va se faire, c'est pas obligé. Le consensus c'est pas se rattacher à ceux qui sont déjà en avance, quoi. Et ça c'est certain que ta réunion des adoupistes anonymes devait être quand même un truc assez où il Ah, y c'était a marrant. un bon niveau de C'était découverte, quoi, très c'est marrant. clair, ouais, effectivement. Et c'est l'époque où il y avait pas eu le Covid, hein, donc pas de Ouais, Teams. ouais, ouais. Tu te donnes rendez-vous dans une salle de réunion, on est 60 À dedans, ça l'ancienne, parle. Tu quoi. vois, c'est vraiment Donc l'époque. Ouais, c'était exactement. quasiment une conférence, un Hadoop user group à Tu vois, vous c'est tout vraiment seul, l'époque. Ouais, exactement. toutes les semaines, quoi. Enfin, 60 sur un Teams, c'est pas forcément mieux. Donc, ouais, alors surtout qu'aujourd'hui, 60 sur un Teams, t'as pas forcément beaucoup de réactions. T'as moi qui parle, deux mecs qui parlent, les autres qui écoutent. Mais Toi, bon, Que tu c'est crois voilà. qu'ils écoutent. Il faut changer nos On habitudes, mais répond à leur on s'est merde. adapté. On a maintenant, t'es rude, Jérôme, t'es j'espère, rude. j'espère, j'espère. Je suis Ouais, réaliste. c'est clair que moi j'ai souvenir de ces grandes réunions et dans un contexte international où à la fin ça se termine toujours avec Any question from France? Non, non, no question.
Perfect. Donc, on est rendu au fait que Parfait. vous avez commencé à faire des choses autour d'un cluster Hadoop. Vous avez des data scientists qui existent autour de ce cluster Hadoop pour faire du data lab. Et je me souviens, il y avait toute une série de produits qui gravitaient dans la galaxie Hadoop qui consistait à pouvoir faire du notebook avec plus ou moins de facilité. Et on pouvait faire tourner du Spark, se connecter à des ressources Spark pour pouvoir faire du notebook, des choses comme ça. Mais ce qu'il y a de très certain, c'est que c'était quand même pas le truc le plus évident et surtout le plus facile à scaler en termes d'usage, de manière assez claire, parce que bon, on était, je vais dire, dans une ère pré-cloud où foncièrement, ben, on subissait encore le principe que la ressource n'était pas infinie. Alors, je sais pas si c'est mieux depuis qu'on a considéré que la ressource était infinie parce qu'on est dans le cloud, mais ça apporte une certaine facilité par rapport à certains problèmes que, bien évidemment, comme tout le monde, vous avez rencontrés. Oui, bah, le problème, c'est aussi que le cluster Hadoop fait que les gens ont l'impression aussi que c'est infini. Parce que tu sais, tu dis que c'est 50 nœuds, 100 nœuds. Donc les gens se disent, oh là, il y a de l'espace. Donc j'y vais, quoi. Et, euh, et donc, ouais, bah, t'as l'arrivée des développements PySpark. Le problème, c'est que les data scientists plutôt formés sur Python, donc des notebooks Python, etc., qui tournaient plutôt en mode client. L'objectif, c'est de passer en mode cluster, parce que pour profiter de l'usage de la plateforme. Le problème, finalement, c'est ce qu'on a tous vécu, hein. Les data ingé qui sont obligés de se mettre à côté du data scientist, redévelopper le truc, ça prend un temps, faut faire les tests de non-règles, etc. Le métier qui se dit, mais attendez les gars, vous m'avez présenté un proto, ça marchait super bien, il me faut 6 mois pour aller en prod, c'est quoi le problème? Comment ça, Donc finalement, le data scientist fait du code qui n'est pas scalable? Ah ben c'est pour ça qu'ils veulent tous faire data scientist et pas data ingénieur, parce que le data ingénieur, il doit faire ce que quelqu'un d'autre a pensé. C'est pas, et quand ça marche, c'est pas lui qui en retire la gloire, et quand ça marche pas, c'est lui qu'on mais assassine. c'est les Alors après, limites, c'était les vous allez limites tous faire ouais, mais c'était les limites des data technologies scientist. aussi. Ça veut dire que, tu vois, enfin, on avait toute la partie aussi conteneurisation de ressources et autres, on n'était pas encore là-dessus, c'était le début, en fait. Mais c'est vrai que les cloud providers, il y a deux choses pour lesquelles ça a vraiment pris et que l'hybridation a fait. Je pense que la première grosse couche d'hybridation, et ça, faut le dire, c'est via Power BI. C'est la première fois où finalement on se dit, on prend le produit Power BI, on va dans Power BI Cloud Services, on a Power BI qui est connecté à nos plateformes. Ouais, Par du direct query, et donc finalement, t'avais ton compute qui restait chez toi, ouais. et tu utilisais Power BI pour le partage, etc., parce que tu es dans une entité multiple avec multi-clients, etc., en interne. Donc c'est la première couche d'hybridation, c'est le premier produit BI qui est là-dessus. Alors pour ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne, ça a été un des très bons coups que Microsoft a fait avec Power BI. C'est la possibilité de mettre je crois que le produit s'appelait Power BI Gateway, qu'on faisait tourner Exactement. on-prem, et ça assurait presque un tunnel très sécurisé entre le cloud services de Power BI, là où se trouvait la consommation de données par les utilisateurs, et la donnée qui pouvait être on-prem. Et c'était quand même un truc qui permettait de faire scaler de faire ce fan out et de dire ben, finalement la donnée qui a peut-être un point de contention en termes d'accès dans notre organisation, on peut la diffuser à très large échelle parce que la diffusion ne dépend plus de ce point de contention sur notre organisation. Et ça a clairement été un gros facteur d'adoption de Power BI Mm. pour plein d'organisations. Paul? Et un point aussi, parce que pour avoir à l'époque 2019-2020, moi être intervenu à l'Informatique Banque Populaire, il y avait quand même la dichotomie Power BI Report Server, donc Ouais. celui qui tournait on-prem, qui s'appuyait sur un cube SSAS et qui effectivement ne sortait pas des murs. Là, on était 100% on-prem. Et il y avait les données, on va dire, un petit peu moins sensibles, qui partaient dans le cloud, effectivement via Data Gateway, et qui était la première brèche peut-être effectivement pour de d'usage dans le cloud. C'était le début de l'hybridation et pour nous. Et typiquement après, Power BI, deuxième gros coup dans l'hybridation, c'est pas pour le citer ce qui sont là, mais il y a eu Zinea, start-up française aussi à l'époque, on les prend, et finalement metadata, donc on envoie nos metadata, Atlas, etc. vers Zinea pour avoir un catalogue. Donc tu commences à hybrider, tu vois, tu as un socle on-prem, et tu commences à amener de l'hybridation là-dessus. Et le dernier coup de l'hybridation, c'est finalement, tu vois très bien que la partie data lab, ça prend pas, ou c'est compliqué, c'est dur sur ce type de plateforme-là.
et que finalement les cloud providers là-dessus, ils ont tous un outillage à la demande, compute à la demande, les notebooks à la demande, la capacité de, par la conteneurisation cachée, manager, de pouvoir finalement mettre du Python à l'échelle entre guillemets pour les utilisateurs, Databricks, Azure Machine Learning et GCP avec ce qui est Vertex maintenant, donc Vertex AI et en plus des bases comme BigQuery. Et donc là, c'est la réflexion qui arrive, c'est de se dire, ok, fine, on a nos plateformes, faut qu'on va cloudifier plus, c'est-à-dire qu'on va amener de la donnée sur des clouders pour utiliser des outils. Et sachant que vous l'avez fait, bien évidemment, dans un contexte où c'est pas comme le BigQuery de Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire que vous avez dû respecter des guidances hyper strictes en termes de sécurité et d'isolation des workloads, tout ce genre de choses-là, qui sont quand même pas le truc le plus évident et le plus intuitif au départ quand on démarre à implémenter une offre cloud, quoi, pour résumer. Clairement. Clairement, nous, en fait, il faut voir, quand je disais tout à l'heure, donc BPCE, finalement, c'est finalement le nom, mais derrière, tu as XFIA, moi, je suis dans la BPCE, la holding, et donc tu as BPCEIT qui est notre infogérant. Et l'infogérant, il a la responsabilité des infrastructures, mais aussi de la partie sécu. Et c'est là, à ce moment-là, où, avec chaque cloudeur, on est contractualisé, ce qu'on a même aussi, on avait Amazon aussi, historiquement, dans la partie cloudification, pour les sites bancaires, en fait. Pour les sites institutionnels, etc., on est allé sur Amazon à ce moment-là. On a un cloud privé, hein, parce qu'on a on a nos propres data centers, nos plateformes Hadoop sont dedans. Et donc, tu as la partie VPCSC, donc tout ce qui est Virtual Private Cloud, donc ça veut dire en fait création de landing zone, donc de zones spécifiques du SI qui pointent vers les cloud providers et qui nous donnent dans les cloud providers, entre guillemets, je vais pas dire une réservation, mais pour certains services, tu as une sorte de réservation de ressources où tu es dans un usage avec la protection de tes métadatas, etc. Et donc l'accès de tes données que par toi, tes clés, etc. et autres. Donc même nos boîtiers de clés pour la partie quand on va encrypter, elles sont chez nous. Enfin bref, il y a toute une réflexion autour de la sécurisation du cloud public qui fait que oui, c'est pas la même chose en fait. Et tu vois, même les gens quand tu les formes sur du cloud public avec n'importe quel, on pourrait dire outillage ou enfin site, etc. qui vont te former formateur ou et autres. Bah c'est pas la même chose quand ils arrivent chez nous parce que tu es en VPCC, donc c'est pas control plane, c'est via des plugins Terraform. Le Terraform il est checké, il doit respecter les règles de sécu. Donc voilà, il y a aussi il y a la montée en compétence de l'infogérant au même moment et donc des équipes qui commencent à y aller. Et donc nous les premiers qui y sont allés c'est les paiements parce que finalement écosystème très fintech, etc. Volonté aussi d'avoir un écosystème data sur Google à ce moment-là. BigQuery, c'est vrai que c'est un dataware qui était, enfin, je vais dire dataware, mais bon, finalement, il fait beaucoup de choses maintenant, mais qui était, voilà, compute à la demande, etc. Et en fait, c'était la règle de se dire, je vais payer que ce que je Ah compute. bah, c'est clair que, C'était ouais, finalement la promesse. et scale infini, c'est-à-dire que là où tu disais, là, Oui, il n'y a même pas la question de se dire, ouais, mais attends, si ça passe pas, on rajoutera 50 nœuds. Ben non, les 50 nœuds, tu les as 3 millisecondes plus tard, quoi, hein. Donc c'est le truc est presque pernicieux, tant c'est facile et tant tu peux aller super loin de ce point de vue-là. Et effectivement, tu as souligné ce côté à la demande, quoi, qui finalement, à la demande et facturation, qui pour le coup, dans une grande organisation comme vous, est un truc génial parce que vous pouvez très finement savoir ce que coûte chacune des workloads, chacun des use cases. Et ça, sûrement un point qui a dû être assez séduisant pour pouvoir un peu mesurer. le, Je sais pas si c'est un terme. ouais. Bah, en fait, c'est mesuré en même temps. Je vais dire un truc hyper important. C'est le modèle économique de tes plateformes fait aussi que tes plateformes sont adoptées ou pas. Chez Netflix, on est sur un modèle économique de la cote-part. Ça veut dire, on a, la plateforme nous coûte tant avec les équipes, les outils, etc. Et on le redivise à la cote-part égale pour tout le monde. Tout le monde a le même niveau de support, tout le monde a le même niveau de voix au chapitre quand on parle des usages, des évolutions, etc. Mais ça veut dire que tu payes pas ce que tu consommes, tu payes finalement pour être dessus. Donc, ce qui fait qu'aussi, il y en a qui vont consommer ou qui vont pas forcément bien designer leur traitement, parce qu'en même temps, finalement, qu'ils le designent bien ou pas bien, c'est aussi le revers du truc. Bah, en fait, tant pis, quoi. Pour toi, en tant que personne qui essaye de faire que la plateforme soit utilisée. Alors que quand tu es sur des codes parts où tu essayes de faire un truc à peu près au compute,
comme il y a quand même un coût CAPEX qui est important dans la montée de la plateforme au moins minimum, ça fait qu'il y en a qui vont aussi payer très cher très rapidement, alors qu'ils sont pas forcément gros utilisateurs ou qui vont juste amener la donnée pour les autres. Enfin, je vois, c'est le même problème. Alors que là, les cloud providers, la promesse c'était le store, enfin, c'est qui est toujours vrai, c'est le storage Ouais. pas cher. Finalement, vous loadez vos données. Ça, finalement, ils sont très contents et c'est pas ça qui coûte le plus cher, finalement, de faire qu'avec l'USB, si je peux le dire ainsi. Par contre, quand vous allez computer, bah, c'est là où vous allez commencer à payer. Et par contre, chaque utilisateur paiera ce qu'il va computer lui. Donc, même dans la manière de refacturer le modèle économique de ta plateforme et l'adoption, c'est plus simple. Et notamment dans la notion de data lab versus l'opérationnel, c'est là où il faut voir les deux mondes. L'opérationnel, finalement, on est sur du 100% d'usage de la plateforme en continu. Donc, finalement, qu'elle soit répartie, etc., c'est plus facile. Alors que sur le data lab, tu es plutôt dans des usages, j'ai envie de dire, du moment. Parce que tu testes, tu prends en main, etc. Après, tu vas orchestrer, mais l'orchestration versus finalement le test est finalement plus réduit en termes de compute. Donc, ce qui fait que sur des plateformes où finalement c'est tout le temps allumé parce que c'est du capex, c'est d'investissement, tu montes la plateforme, bah, finalement tu les payes tout le temps tes nœuds, que tu les utilises ou tu n'utilises pas. Alors que là, sur ces approches-là Data Lab, qui est finalement l'après-coup, après j'ai envie de dire le dashboarding, le catalogue, t'as le coup finalement de dire je veux mes Data Labs sur un cloud provider. Et tu vois, puisqu'il y a plusieurs réflexions, la réalité c'est pas qu'on est arrivé direct sur Google. Et ça serait mentir de dire ça. On a étudié Snowflake, sauf que Snowflake, c'était le moment où tu prenais tes t-shirts. Donc, c'est-à-dire que tu faisais du réservation de slots. On a regardé aussi à l'époque Data Synapse, côté Microsoft, pareil, c'était de la réservation. Il n'y avait pas encore ce côté autoscale, etc. Et donc, ce côté très autoscaling de BigQuery, c'était différenciant à ce moment-là, Ouais. dans le choix. Faut revoir Ouais, 2020, ouais, etc., réflexion, ils etc. avaient clairement une méga avance par rapport aux autres acteurs à ce moment-là sur la facilité, sur le, toujours cet effet, tu sais, ce qu'à un moment donné on appelait l'effet MongoDB, c'est-à-dire que tu posais ton truc et 3 minutes après tu commençais à l'utiliser, quoi, sans qu'il y ait besoin de t'arracher la tête pour setuper le truc. Et BigQuery avait cette facilité démentielle de dépose de la donnée et fait du SQL. Voilà, fin de l'histoire. Globalement, Globalement. j'exagère un tout petit peu, mais Non, mais t'as raison. Globalement, c'était poste à donner et après, donc après, t'as tous les principes de finance, etc. On reviendra dessus, mais qui sont aussi des nouvelles pratiques qui ont dû arriver parce que tu poses ta donnée, tu la computes, sauf que comme tu vas payer au compute, mais pas ouais. juste finalement au scan de ta table, plus tu vas optimiser et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça te force à réfléchir au design. Mais ça, je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le détail, mais il y a eu d'autres choses qui sont arrivées avec quoi. Ah bah, ça, avec le cloud, de façon, Ah, il y a l'optimisation par les coûts qui est un axe important et qui s'est développé, quoi, qu'il n'y avait pas avant. Parce qu'avant, t'achetais un coup pour ton pic et puis t'optimisais plus pour la vitesse ou pour pour la mémoire, ou pouvoir prendre du matériel éventuellement plus petit. Maintenant, tu le fais sur le coup beaucoup plus, hein. Ouais, alors, je sais pas si vous avez des outils pour vous aider là-dessus, mais j'imagine que oui. Ouais, bah, on en a justement. En fait, c'est vrai que la grosse différence, et c'est vrai que tu le mentionnais, c'est nous, là, on essaie de plutôt, on a encore donc la double opérationnelle, donc là, c'est plutôt réfléchir à comment tu redesignes le traitement pour consommer moins de ressources et laisser la place aux autres, entre guillemets, être optimal par rapport à ce qu'on a, et t'ajoutes donc de la ressource, et t'essaies de pas faire de l'évitement, mais entre guillemets, éviter juste de répondre par l'ajout de nœud, l'ajout de nœud, l'ajout de nœud, l'ajout de nœud, parce que finalement, le modèle économique, il suit plus sinon, parce que c'est-à-dire que plus t'ajoutes, plus tu payes, parce que c'est aussi le fonctionnement des éditeurs, donc Cloudera, qui finalement te fait payer aussi au nœud de compute, etc., etc. C'est vrai que sur le cloud, c'est vrai, la différence, c'est tu commences à consommer, tu remarques que finalement les designs peut-être de tes objets, ne correspondent pas au fait au fonctionnement que tu veux en faire. Et là, tu dois repenser le design. Et donc, le suivi, c'est un suivi FinOps avec finalement un dashboard qui est assez simple. On suit les coûts de consommation hum, crédit pour le moment. Et on essaie aussi de voir une requête. Et on a mis des quotas aussi de protection parce que pour les utilisateurs, tu vois, le fameux select étoile, quand dès que tu démarres sur un truc, c'est non, stop. Fais un describe, regarde ce qu'il y a, fais un select, enfin, et donc globalement, l'idée aussi, c'est tu vas mettre des quotas, tu vas essayer de diffuser les bonnes pratiques. Et sur la partie cloud public, ce qui est marrant, donc c'est ta paiement qui démarre, t'as la ETL qui a suivi. On a fait une migration d'une plateforme Hadoop vers GCP. Ça, on pourra rentrer plus dans le détail. T'as d'autres métiers qui commencent à suivre, les fonctions corporate et d'autres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, ça amène le sujet du comment on essaye de faire que même si c'est différents usages dans GCP,
on essaie d'avoir la même approche que sur une plateforme finalement commune. Tu es sur un socle data, les mêmes outils. Donc on a monté en place une communauté, on fait venir des intervenants extérieurs, des intervenants internes, et tu essaies comment ça à commencer à propager un peu des guidelines, etc. Notamment dans le truc que tu aurais dû toujours faire, bien partitionner ta table, bien penser ton usage, les clés de requêtage. Euh, Finalement, c'est pareil, il y a eu la mode du Spark aussi à un moment. Tu sais, on faisait du Spark, du Spark, du Spark, parce que c'était aussi bien de faire du Spark au niveau data engineer. C'était un peu c'est les lettres de noblesse de faire du Spark en tant que data engineer. La requête SQL était les plus bien vues. Et finalement, sur BigQuery, c'est marrant. Enfin, sur GCP de manière générale, ça revient un peu dans l'autre sens. Si tu te dis finalement le moteur est tellement performant en SQL que finalement allumer des clusters Spark pour faire finalement certains traitements où Spark n'est pas forcément différenciant par rapport au SQL, là tu reviens aussi sur dire peut-être qu'il faut redesigner aussi tes choses. Donc tu as la partie aussi redesign et tu revisites un peu ce qui a été fait De avant. toute façon, même sur Spark, maintenant, tu fais une requête SQL que tu mets dans Et, Databricks. et c'est assez marrant parce qu'effectivement, moi, ça m'a fait refaire du SQL, BigQuery, parce que j'avais arrêté au contact d'Hadoop et de Spark, j'avais arrêté de faire du SQL. Puis c'était et puis il y avait un petit côté hype de dire le SQL c'est un truc d'avant. Nous on fait plus du SQL, on est super fort. Et puis derrière ça, quand on est revenu à refaire du Spark, finalement on fait plus que du Spark SQL quoi maintenant. Et tu regardes le nombre de clients qui ont des workloads Spark et tu leur demandes mais qu'est-ce que vous faites là-dedans où vous avez des data frames. Ah non, non, on fait que du SQL. C'est complètement fou, quoi, de ce point de vue-là. Ouais. Et c'est fou. Et donc tu as ce redesign là qui est nécessaire. Donc tous ceux qui avaient du Spark SQL embarqué finalement de te dire viens faire du SQL. Et aussi tu as les cloud providers aussi qui amènent aussi des nouveaux outils comme on disait la dernière fois, c'est-à-dire comme on disait juste au début. Maintenant tu as ton notebook avec Vertex et dans Vertex tu peux appeler directement BigQuery entre guillemets comme source. Tu n'es plus obligé d'aller faire ton PySpark, d'aller chercher ta data frame enfin donc il y a aussi le fait que que ça soit les cloud providers au sens hyperscaler comme des Microsoft et autres ou des Databricks et Snowflake aussi qui ont mis des outils, finalement ils essaient aussi de simplifier au maximum et finalement via du SQL presque demain faire Ouais, puis le ton SQL email en entre fait est guillemets. beaucoup plus portable, même si quand tu passes d'un système à un autre, tu pas forcément exactement le même, mais c'est beaucoup plus portable, c'est beaucoup plus facile à mettre en prod. On parlait tout à l'heure de mettre du R en prod. On avait le problème avec Python avant, ça a été plus ou moins résolu grâce notamment à Spark qui a largement amélioré les performances de Python, plus le fait que maintenant on embarque tout l'environnement du développeur directement en prod via les conteneurs. Donc on a réglé ça. R, peut-être que ça sera à peu près pareil un jour si vraiment il y a l'enjeu. Alors que le SQL, il arrive beaucoup plus naturellement, beaucoup plus brut et on n'a pas besoin de tout embarquer en plus. Enfin, je pense que mine de rien, c'est un choix qui est plutôt rationnel et qui est plutôt qui est donc c'est pas étonnant qu'il émerge finalement après coup. Et je pense que c'est même à encourager parce que c'est un langage qui est assez expressif, on peut faire beaucoup de choses avec, quitte à faire des étapes, et encore, même pas, puisque en fait on peut faire des vues embarquées, enfin. Euh, tu mentionnais tout à l'heure qu'il y avait d'autres entités qui sont parties sur du GCP. Vous êtes au départ parti juste avec des use cases analytiques et vous avez élargi l'utilisation de GCP à d'autres domaines de typologie de data. Ouais, premier use case c'était revoir les pipelines côté paiement, donc réintégrer plutôt et donc plutôt dans une approche pipeline de transformation et après accéder à la donnée via BigQuery. Donc aussi former les équipes à faire plus de SQL, c'était un choix chez paiement. Deuxième sujet Data Lab. Donc là c'est la plateforme Hadoop Retail qui ne répondait finalement plus au sujet, l'a découpé en deux. Ça veut dire tout ce qui était opérationnel de traitement, on l'a remis sur la plateforme Hadoop existante, qui est devenue une plateforme en fait groupe, au lieu d'être juste des fonctions corporées. Finalement, tu refais trôner l'opérationnel là où il y a l'opérationnel, tu le maîtrises. Pourquoi finalement il est embêté à essayer de réfléchir à ton modèle opérationnel? Parce que il y a aussi le modèle résilience du cloud public. C'est-à-dire que oui, le cloud public, on le dit résilient, mais finalement, si tu veux respecter tes règles de résilience, il faut que tu sois multi-région. Parce qu'on a très bien vu qu'il y a des régions des fois qui peuvent tomber. CF, la région Paris de Google qui est tombée à un moment, parce que derrière, ton partenaire avec lequel tu travailles dessus peut avoir des problèmes. Enfin, je veux dire,
tout peut arriver. C'est des Donc choses qui il faut arrivent. être résilient, Ouais, c'est pas magique et c'est bien de le rappeler. Donc il y a le côté aussi remonter tes VPCC, etc. Donc on se dit finalement le traitement opérationnel, autant le garder chez nous parce que tu es déjà en multi-site, tu as des data centers, tu maîtrises, tu as des plateformes qui sont là. Ton TCO, tu t'arrives à le maîtriser dans le temps, donc gardons-le. Allons plutôt aller chercher justement ce qui nous intéresse dans le cloud public, ça veut dire, j'ai un chef qui le dit souvent, c'est du cloud utile. Donc là, c'était du sujet data, donc c'est load des données, donc récupération de l'historique existant, donc monter en fait des frameworks et autres pour aller loader ça, utilisation de BigQuery toujours dans cette approche analytique, etc. Et par contre, déploiement de Vertex avec le notebook à la demande, la capacité de déployer ton Dataproc si tu es encore sur du Spark, la capacité d'aller justement requêter BigQuery direct, et aussi le déploiement d'outillage, parce qu'il y avait du DataIQ qui commençait à émerger, comme je disais, et là typiquement du DataIQ sur GKE, parce que on est encore dans une approche IaaS dans cette partie-là, dans la partie GCP. Donc voilà, donc tu commences à re-outiller plutôt dans un usage data science, soit plutôt pour les data scientists qui ont l'habitude d'aller plutôt les développer, d'autres versus qui vont plutôt être utilisateurs d'outillage comme DataIQ. Donc là, on est sur cette approche Data Lab. Et il y a une troisième porte qui s'ouvre, qui est une réflexion autour de qu'est-ce que je peux monter aussi comme un peu à un moment à Amazon où tout le monde montait finalement ces nouvelles pipelines de opérationnelles, bah, c'est commencer à réfléchir à mettre aussi certains process opérationnels, peut-être gestion et autres, pour aller ouvrir peut-être des nouvelles branches plus facilement, parce que tu dis au pire, si je monte des offres et que je peux les couper par la suite. Donc là, il y a ces réflexions-là qui sont en cours. Ouais. Mais tu vois, c'est la maturité aussi, parce que ça veut dire que tu démarres, tu prends en main, les plugins se montent de plus en plus, tu as une maturité côté de l'infogère et chez toi, donc tu dis que je peux passer au second step. Et tu commences à faire de la résilience, à avoir une ouverture vers la région Belgique, la région Paris. Donc il y a tout ça qui est amené aussi hein, par le temps. Donc c'est une montée aussi en maturité dans la prise en main du cloud public. Et nous, avec je vais dire, avec nos barrières qu'on a, qui sont des barrières sécurité obligatoires, qui est donc le VPCC, qui fait que c'est pas la même manière d'aller travailler aujourd'hui sur GCP chez BPCE que chez L'Oréal, mais ça nous empêche pas d'échanger parce que sur les outils, là on peut avoir des bonnes pratiques et autres. bah, justement, sur la manière de travailler, il y a évidemment eu des nécessités chez vous de créer un petit peu de nouvelles organisations, de mettre en place des nouvelles pratiques organisationnelles. Vous avez fait quoi justement pour faire ça, pour constituer l'équipe qui gère ça, puisque c'est quand même des nouveaux métiers qui sont apparus. Hum, bon point. Côté retail, il y a eu la volonté dans ce lancement du projet de se dire on va décommissionner une plateforme, comme en fait il fallait lier le socle aux usages. Ils sont partis en mode train, en mode safe avec une équipe socle, une équipe déploiement des usages et une équipe vraiment autour de ce que je pourrais appeler l'offre data science. Et donc derrière amener les équipes data scientists à prendre en main cette offre-là pour déployer les usages. Donc il y a eu ce step-là. Euh, Dans les organisations aussi, moi en toute transparence à la base, mon équipe elle n'existait pas. Alors c'est très marrant. Enfin je veux dire moi j'étais, on m'appelait un leader. C'était les leaders experts il y avait les leaders projet, des leaders experts, des leaders managers. Moi j'étais leader expert et je m'occupais de l'expertise big data. Et finalement on a monté une équipe avec double compétence qu'on est en train d'avoir, enfin qu'on a. Historiquement on a pris les data ingé côté Hadoop qui existaient dans l'organisation. On a pris et on a commencé à les former sur GCP. Et en plus, moi, c'est qu'une équipe d'internes. Il y a volonté vraiment d'avoir un pôle d'interne qui puisse aider, etc. les projets. Donc, des nouvelles méthodes de fonctionnement où on est vraiment sur des socles data, etc. pour construire les outils autour de GCP. Gens qui vont qui vont déployer les usages, d'autres qui vont aller vraiment être sur l'outillage, data science et l'outillage tout court. Et là, tu mêles finalement les équipes. Tu as mentionné Paul que tu avais travaillé chez IBP, donc maintenant IBP, ITCE et d'autres IT du monde retail sont réunis chez ce qu'on appelle BPCE ici, BPCE Solutions Informatiques, qui ont commencé aussi à travailler en très grande proximité avec BPCE l'Infogérant, parce que sur le cloud public, là c'est pas j'ai une infra, je m'amuse dessus, c'est j'ai les services du cloud public que je dois terraformer, mettre les plugins en place, je vais faire évoluer aussi mon offre, donc je dois faire une demande pour que mes plugins évoluent, etc. Donc il y a eu aussi côté BPCET beaucoup d'évolutions, c'est-à-dire qu'il y a eu des équipes cloud qui se sont montées, donc des équipes qui ont la maîtrise au niveau sécu des flux, les ouvertures la mise en place des landing zones, etc. Et aussi la partie tout ce qui est plugin, terraformisation, etc., etc. Donc il y a aussi les compétences Terraform qui sont arrivées. Et le dernier aspect, le FinOps, parce qu'on l'a mentionné à un moment donné, cette gestion-là. Et là, t'as des
sorte de communauté FinOps où tu as des relais qui vont suivre les coûts, etc. Et plus une design authority qui s'est montée, qui a pour but d'accompagner sur les guidelines, revoir les dossiers d'architecture, etc. et d'éviter que les gens réinventent la roue. Si on peut réutiliser un outil, réutilisons-le, ça sert à rien de réinventer le truc finalement à la fin. Donc il y a plusieurs choses qui se sont mises en place petit à petit et autour de ça une communauté. C'est-à-dire qu'on a toujours notre communauté Big Data historique pour le monde Hadoop et on a une communauté GCP. Certaines personnes sont dans les deux parce que finalement tu peux avoir un pied dans GCP et un pied dans Hadoop. Ça je vais revenir dessus parce que l'hybridation a fait qu'on a dû aussi aller chercher de nouveaux outils, de nouvelles manières de développer autour du conteneur et des moteurs. Et donc voilà, ça, c'est comme ça que l'écosystème, voilà, il a évolué là-dessus. Mais finalement, tu te réappuies quand même malgré tout sur des compétences du monde Hadoop historique où finalement, du SQL tu sais toujours en faire, du Spark tu peux toujours en faire dans ton cloud provider que tu souhaites. Et globalement, toute la partie pipeline data, réflexion de comment tu montes ta pipeline, comment tu dois l'orchestrer. En fait, finalement, c'est la réflexion autour de ça, ces bonnes pratiques-là que tu veux garder. Après, il faut juste que les gens se montent en compétence sur les nouveaux outils. Mais l'idée, c'est pas non plus de dire ceux d'avant restent avant Ouais. et en fait, on va chercher que des nouveaux dans le après, quoi. La transition est enfin, en plus, c'est un exercice, enfin, pour les gens, c'est quand même assez enthousiasmant de se dire, finalement, l'outillage évolue, mais je peux continuer à refaire des choses. Il faut que je réinvente un petit peu la manière de laquelle je fais les choses dans ce nouvel environnement. C'est toujours des challenges intéressants. Enfin, après, Et même pour ouais, garder les jeunes, hein. Enfin, moi, tu vois, maintenant, je suis manager, donc d'un point de vue RH, proposer de pouvoir vivre dans un écosystème hybride dans lequel tu as un on-prem existant avec du monde Hadoop et que tu as finalement aujourd'hui du cloud public, c'est aussi intéressant parce que même pour l'employabilité de tes personnes, en fait pour eux c'est intéressant de venir chez toi parce que on va dire ouais, qu'ils ont la possibilité de vivre les deux endroits. c'est clair, c'est clair. C'est évident. Si on a évidemment, on est en 2024, une petite tension autour du sujet LLM, IA et tout ce qui s'ensuit. Et les cloud providers, c'est peut-être là où il y a eu l'évolution par rapport au BigQuery du départ et ce qu'il est devenu aujourd'hui. On a vu après dans BigQuery la possibilité d'avoir des ML functions qui arrivent, qui permettait de faire du ML inline à l'intérieur de l'environnement BigQuery, ce qui était un truc super, qui de toute façon était super intéressant. On revient sur ce métier du ML engineer dont on parlait tout à l'heure, mais finalement c'est quand même quelque chose qui marche très très bien. Comment vous profitez justement de ce que les cloud providers vous apportent, qui ne sont pas que uniquement vous fournir des ressources qui seraient dans un mode très lift and shift, c'est-à-dire on avait des usages qui étaient très liés à faire du SQL sur de la donnée, on le fait dans le cloud, c'est vachement mieux, ok, super. Mais bon, finalement, la plateforme cloud, elle peut apporter plein d'autres choses supplémentaires et qui vont peut-être permettre d'inventer de nouveaux usages, chose qu'on n'aurait pas réussi à faire si on n'était pas allé chez eux. Et donc, on pense très clairement à la mise à disposition de LLM, de choses comme ça qui, nécessairement, j'imagine, ont vu une certaine pris une certaine ampleur chez vous euh, au fur et à mesure du temps. Je pense que là-dessus, clairement, le fait d'avoir un pied dans les clouds publics, et notamment parce on a donc les trois, AWS, Azure, Azure slash Power BI Cloud Services slash Office 365 finalement, et Google, c'est que sur la partie IAGEN, donc la possibilité d'avoir des agents conversationnels et que finalement tu te réinventes pas la roue d'une architecture en utilisant des modèles commerciaux à dispo comme OpenAI qui propose donc GPT et Gemini de l'autre côté pour Google. Là-dessus, ça a été on l'a vu, enfin, tu vois vraiment le différenciant parce que ChatGPT chez nous a été vite arrêté et donc il fallait vite mettre en place l'alternative donc tout le monde appelle le fameux ChatGPT Secure finalement avec ta souscription OpenAI via ton contrat Azure. Ça, c'était la première chose qui a été mise en place. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'était vraiment des notions d'agents conversationnels, les équipes qui ont travaillé là-dessus, ce sont les gens qui avaient déjà les équipes dans le même entité que moi qui étaient, je vois déjà sur des chatbots, donc sur les agents conversationnels, qui avaient déjà des utilisations de speak to text ou de services comme ça chez Microsoft, et qui finalement ont mis en place la gateway d'accès. Tu mets en place ta souscription, t'appelles finalement OpenAI, très rapidement tu peux te faire un agent conversationnel, donc ton chat GPT interne,
Et après, après, tu peux le travailler dessus. Et typiquement, après Google, ils ont mis un peu de temps à nous faire arriver Gemini en France, etc., localisé, etc. Parce que l'idée aussi, c'est de respecter la localisation de données et autres. Et là maintenant, bah, tu as la possibilité d'utiliser une sorte d'API Agent interne. Alors soit directement par l'agent conversationnel qui est finalement le chatbot qui te remplace l'interface ChatGPT, mais derrière tu peux choisir le moteur que tu veux, Gemini, GPT, GPT Mini ou Gemini Retro, là, la petite version. Et tu as ton API Diagen aussi que tu peux appeler pour tes services internes. Et tu as le deuxième point aussi qui est, ok, fine, tu fais appel à ça, finalement tout le monde le fait. Il y a aussi l'arrivée de cette IA, comme tu le disais, dans les outils. Il y a le sujet Power BI aussi, hein, avec l'arrivée de Copilot, hein, c'est ça, de Copilot. Et tu as l'arrivée de Gemini. Et même, finalement, l'écosystème de développement, maintenant, je crois que c'est Gemini développeur, je sais pas quoi, côté Google. Bah, globalement, oui, en fait, l'idée de pouvoir utiliser directement dans tes notebooks aussi, pourquoi pas, pour analyser tes résultats du LLM, de pouvoir... alors le texte tout SQL, même si c'est la grande promesse qu'on dit, ça ne marche pas pour le moment parce que de tout le moment, toutes les organisations le diront, c'est super sur le papier, sauf qu'il faut avoir une donnée super bien documentée, hyper explicite, et que même le SQL, dans sa manière de développer, c'est pas quelque chose de si facilement que ça, j'ai envie de dire, que le LLM peut retranscrire facilement. Et tu le vois même que tu as Google qui sort, tu sais, les BigQuery pipelines maintenant qui sont presque dans une sorte d'approche de langage R, tu sais, un peu plus explicite en termes de langage, et que finalement le texte ou SQL c'est encore en travail, mais globalement sur les cloud providers, que ce soit dans l'apport de l'IA dans leurs outils et le fait qu'ils t'ouvrent des modèles déjà pré-entraînés large échelle, bah ça, c'était le premier, ça a été vraiment un step où tu as vu la différence d'avoir la possibilité d'être dans les clouds publics sécurisés, quoi. Mais est-ce qu'en Pour nous. parallèle, il y a quand même une exploration des modèles open source qu'on pourrait faire? Alors, déjà fine-tuner, parce que Mm. je pense que vous avez le volume de données nécessaire pour, et qu'on pourrait fine-tuner, faire tourner localement. C'est aussi des choses qui... Ah, ça, c'était le deuxième change par la suite. Ça veut dire qu'après, on a eu la RAG. Donc après, on a eu plutôt la plateformisation de mettre à dispo des outils pour les développeurs internes, si je peux le dire ainsi. Je vais même pas dire data scientist, je vais dire le développeur. Donc il y a eu déjà les fameuses réflexions sur les bases vectorielles. Là, c'était bien, c'est que le monde Hadoop, on avait Solar historiquement, qui nous servait déjà de base documentaire. On faisait de la recherche documentaire dans nos docs de trait et tout. Donc on s'est dit, bah tiens, on va conteneuriser. Donc je disais, là, il y a aussi il y a une troisième porte qui s'est ouverte avec tout ça, c'est la conteneur, de conteneurisation. Parce que l'idée, c'est de se dire, si tu as des services, tu peux les conteneuriser, tu peux les faire tourner chez toi ou dans un cloud public aussi en fonction des besoins. Donc on a conteneurisé Solaire pour faire une base vectorielle. Alors on est en réflexion aussi pour faire évoluer parce que tu as les graphes RAG, enfin tu sais, tu as ce qu'ils appellent le RAG graph maintenant qui est arrivé, donc d'avoir encore plus de contexte dans ta RAG, donc pour augmenter ton modèle. Donc ça c'était le deuxième volet. Et finalement c'est par l'historique qu'on a fait le deuxième volet, donc ça je trouvais ça bien aussi de se dire on avait déjà des compétences là, utilisons-les déjà pour aller vite dans le déploiement. Et tu as le troisième volet qui est le LM open source. On a fait aussi de l'acquisition de GPU parce que on le voit aussi dans les modèles économiques des cloud providers, on va pas se mentir. Aujourd'hui, tu commences à avoir des problèmes de performance des fois quand tu appelles, des temps de latence un peu longs, quand tu appelles OpenAI et autres. Ils commencent à te proposer de faire de la réservation de ressources. Donc tu vois le truc arriver aussi. Ça veut dire que il faut aussi que les cloud providers gagnent de l'argent là-dessus. Donc je pense qu'ils ont fait déjà une première phase d'acquisition, comme d'habitude, où finalement c'était peu cher. Ils vont commencer à te demander de réserver de la ressource. Ça va changer dans les approches économiques, etc. Et donc là, tu as la réflexion autour d'un LM open source aussi en interne qui est on a de la GPU, il faut qu'on travaille dessus sur une architecture que je vais appeler une architecture LLM, sachant que le dernier point de réflexion, c'est ok, c'était très bien les larges langages modèles, enfin c'est très bien le large langage modèle, mais en fait finalement dans ton organisation, quand tu réfléchis à ce que tu veux vraiment en faire, est-ce que tu as vraiment besoin de modèles avec tant de paramètres? Est-ce que finalement c'est pas le LLM on edge, c'est pas le plus petit LLM avec la bonne comment dire spécification entraînement de l'agent qui se fasse finalement servir dans ton automatisation de certains de tes actions. Donc il y a aussi cette réflexion là de se dire peut-être que le plus petit sera chez toi, mais le large langage, en fait, peut-être t'as pas besoin de l'accueillir, tu l'auras de l'autre côté. Mais après de peut-être mieux et finalement ça revient dans le monde hybride, hein. Sauf que là le monde hybride il vient d'avoir des clouds publics et là tu as la réflexion de te dire qu'est-ce que je peux faire aussi chez moi Ouais, versus ce que j'avais chez moi, qu'est-ce que je peux faire dans le cloud public. faire du LLM on edge, effectivement, est un vrai sujet. Et je te rejoins hein, sur la question de a-t-on vraiment besoin de modèles avec autant de paramètres? Surtout dans un monde, entre guillemets, business professionnel où on va très souvent faire du RAG et donc une
quantité du savoir qui est intégré dans la réponse, finalement, ne vient pas du modèle en tant que tel. Et donc, il y a des vraies questions qui peuvent se poser là-dessus, quoi, sur la nécessité d'avoir des modèles aussi vastes que ceux que l'on nous montre ces derniers temps. Et t'as un autre point aussi que je rajoute, c'est on essaie de créer aussi maintenant ce que j'appelle moi des applications IAGEN. Donc intégrer l'IAGEN dans nos applications, mais pourquoi tu vois ce que tout le monde a dit, les Galeries Lafayette et autres, même lors du Big Data Paris, c'est de dire on veut faire maintenant des chatbots assistance à nos clients avec de l'IAGEN dedans pour que nos chatbots soient un peu plus humanable, quoi, entre guillemets, dans la conversation avec nos. Et même à terme, tu pourrais dire que finalement, demain, t'as plus besoin de piloter sur une appli, tu parles à ton téléphone et finalement les actions se font. Mais ça va être les approches du voicebot et autres. Mais euh, il y a aussi tout ce qui est déjà les modèles comme ça t'amène une surface d'attaque plus importante parce qu'en fait, tu donnes la possibilité d'aller aussi attaquer ton contenu ou par des prompts, etc. Remodeler ton application existante. Et tu as aussi c'est les réponses qu'elle peut amener. Et on voit quand même qu'il y a des limites aussi des fois dans les réponses. Et quand tu veux un chatbot assistance, t'as pas envie forcément qu'il te donne la recette de la tarte à la pomme, quoi, entre guillemets. Et qu'en plus, ça consomme chez toi des ressources. Donc comme c'est une commodity, en plus, les gens ne vont pas accepter forcément que, tu sais, on soit balbutiant dans l'usage. Et donc, faut que tu sois bon, bien cadré. Et donc, tu as toute la réflexion. Et là, on travaille pas mal avec une startup française et j'aime beaucoup, c'est Giscard. Et on travaille avec eux sur justement ce qu'on va Ah, nommer, c'est un grand mot de dire l'IA de confiance, mais plutôt une sorte de dire il y a un responsable ou cadré sur l'IAGEN et donc être cadré dans nos réponses, d'être capable d'avoir voilà la bonne expérience client, plus pour nous d'être cadré, de pouvoir se protéger aussi d'attaques, parce que finalement tu donnes une surface d'attaque nouvelle en fait, aussi quand tu exposes en fait un service LM à l'extérieur. ouais. Et c'est certain que le côté testing de LLM et tout ce qui s'ensuit qu'apporte Giscard, enfin leur offre est super intéressante. J'avais l'occasion de regarder ça pour un client un jour. Ils font vraiment des trucs super de ce point de vue-là, sur le fait de pouvoir, entre guillemets, avoir un peu plus de certitude quant au niveau des réponses qui vont être fournies par le LLM et pas être dans ce risque qu'on court toujours parce qu'on n'est pas certain que une réponse qui a été donnée un jour sera la même réponse qui sera donnée le lendemain. Enfin, ce genre de choses-là qui sont clairement à ce petit niveau d'incertitude qui est parfois, je pense, difficile à expliquer et difficile à admettre pour pas mal de monde de ce point de vue-là. Alors peut-être le dernier truc que je veux rajouter, c'est la quatrième porte qu'on ouvre aussi, c'est les fameux data services sur conteneur. Parce que il y a un deuxième point que je vois de plus en plus, moi, c'est que tu vois, même sur les stacks data, de manière générale, on en parlait un peu lors du salon Big Data, mais je trouve qu'il y a de moins en moins d'offres on-prem. Ouais. Et qu'en fait, tout est sur cloud. Et globalement, Giscard, on le conteneurise pour l'utiliser chez nous. Parce que on a la capacité d'eux. Donc en fait, on peut pouvoir aussi l'avoir chez nous. Et globalement, on travaille énormément autour de ça, c'est-à-dire cette notion de data service sur conteneur. Mais je pense que avoir des capacités de compute on-prem en dehors des conteneurs, c'est aussi intéressant. Et donc, petit appel du pied en disant aux gens, enfin, le modèle d'hybridation, etc., il va exister, il existera. On voit aussi qu'en plus, niveau politique, etc., il y a plein de sujets en ce moment. Avec les États-Unis, le sujet des clouders américains, les clouds souverains, on est en réflexion. Quand est-ce qu'ils vont arriver, comment, enfin bref. Il faut pas oublier que voilà, c'est aussi intéressant d'avoir des stacks, d'avoir cette capacité aussi, d'avoir des services data qu'on peut amener à des endroits. Ouais, la mobilité de la Et workload est un vrai sujet. exactement. La capacité à se sentir assez libre de la déplacer Ah, est un vrai sujet, quoi. ouais, mais je suis pas optimiste là-dessus. Je pense qu'au contraire, le mouvement vers le SaaS, il est pas fini et il va encore s'accentuer parce que pour l'éditeur, ça a que des avantages. Il a pas à gérer les licences, il a pas à gérer le truc. Il a tout le monde qui se met à jour en même temps. Enfin, en gros, il maîtrise. Donc, il a pas à gérer plein de versions. Ça lui fait des coûts en moins. Il a pas. Ça justifie pleinement le mode abonnement qui est le mode qui se généralise aujourd'hui. Oui, Puisque de toute façon, il y a même pour le coup, tu peux pas faire du SaaS autrement qu'en abonnement puisque tu as du compute à payer en tant qu'éditeur. Donc en fait, ça a tellement d'avantages pour les fournisseurs mais que je vois pas trop comment on va revenir en arrière où on va vendre de la boîte où tu achètes de la licence perpétuelle quoi et que tu repayes ta mise à jour.
Je pense qu'on n'achètera pas de la licence perpétuelle. Moi, un petit mouvement que je vois, c'est que, et d'ailleurs, c'est tenu cette semaine, j'y étais pas, mais j'ai vu j'ai vu des news qui ont filtré là-dessus, sur ce que OVH, par exemple, a présenté. C'est que OVH va présenter la possibilité de constituer ta micro-zone de cloud chez toi avec ce que des autres cloud providers ont déjà fourni par le passé. Je ne sais plus comment ça s'appelait chez Azure. Paul, tu as sûrement un souvenir de ça, de quand on pouvait faire du Azure in a box et le déployer chez soi. Je me souviens plus comment ça s'appelait. Et je crois que Azure Arc, non? Alors, Azure oui, Arc, Azure Arc, alors, qui devient Azure Local suite aux Ignite, Et t'as dernières Google annonces qui a une offre d'Ignite. GDCH, qui a une offre Google Cloud exactement. Computing ou on Edge. Et je sais plus quel est lequel des cloud providers qui a décidé de faire que son produit de base de données devienne maintenant disponible localement à être déployable chez soi, mais avec un modèle de facturation à la consommation qui est le modèle du cloud. Donc en fait, la capacité à dire, OK, vous voulez être à 100%, avoir la maîtrise sur ce que vous faites, on va vous livrer des produits, vous allez pouvoir déployer vos workloads tels que vous le faisiez auparavant dans le cloud provider, chez le cloud provider, mais vous allez pouvoir le faire chez vous et avoir une maîtrise complète de ce qui s'y passe. Et par contre, vous allez continuer à payer comme si vous étiez chez le cloud provider, quoi. Et ça, c'est foncièrement quelque chose. Et après, il y a cette portabilité de la workload, de se dire, ben, finalement, je me souviens, on avait cette discussion l'autre jour, je vais réussir à passer DuckDB dans le truc, qui est de se dire, ben, finalement, est-ce qu'en local, on ne pourrait pas travailler avec du DuckDB pour faire des expérimentations autour du SQL et pouvoir uplifter ça derrière dans le cloud quand on veut passer en production? Ah bah Vincent, tu peux pas viser juste. Hier, on a fait une présentation de nos architectes pour mettre DuckDB dans la main de nos développeurs pour émuler du BigQuery et travailler sur BigQuery en local, entre guillemets, et après t'envoies sur ton cloud provider. Bah ouais, c'est clair que, enfin, c'est DuckDB ou un autre Mais, moteur, hein, on va être très clair. et ce que je veux dire C'est par pas là, pour c'est faire qu'il y a de mon l'open habituel source. prosélytisme, hein, Non, non, mais mais t'as raison, mais parce qu'il y a le sujet aussi open source, c'est-à-dire que moi, il y a de plus en plus au jour de l'open core, parce que je m'occupe des sujets open source aussi pour le groupe. Et typiquement, les derniers sujets qu'on a eu, c'était Starbus/Trino. Donc, on voulait le Trino en open core, on a pris Starbus, et là, je paye au compute. Donc, c'est conteneurisé. Je paye au compute, je m'engage sur un commitment, comme je m'engage maintenant chez Google avec du commitment, etc. Donc, même si on dit qu'on paye la demande, on est quand même engagé chez le cloud provider très souvent avec un commitment au moins qu'on doit respecter. Et si tu le respectes pas, tant pis, tu l'as payé. Ça arrive à d'autres entreprises en ce moment, même quand tu veux faire des réductions. Et derrière, DocDB pour l'open source, on a regardé DBT énormément pour aussi la partie transfo data. Et entre guillemets, c'est aussi de se dire, ok, bah, les éditeurs ont du SaaS, bah, autant essayer de trouver aussi des alternatives en ce que j'appelle du dual sourcing avec de l'open core ou de l'open source, avec des approches conteneurs ou pas, pour aussi avoir le workload qui va évoluer. Mais clairement, oui, c'est très poussé vers le SaaS. Donc l'idée, c'est aussi de retirer en disant, bon, qu'est-ce que je peux trouver comme alternative? Ouais, bah tu as des solutions comme ça. Effectivement, l'open source sera plus encline à être en version boîte par définition, puisque mais euh, mais c'est vrai que, enfin, pour une entreprise qui vend du logiciel, aujourd'hui, le SaaS c'est vraiment plus simple. Et ne serait-ce que, puisque j'ai pas cité dans la liste des autres, il y a le déploiement, hein. Nous, nous, on est en SaaS. Bon, pour parler de Zinnia, parce que je connais à peu près bien le modèle, on est en SaaS, mais on a un composant, on a un agent à déployer. Et le truc, toute la difficulté de mise en œuvre, c'est sur ce petit agent qui pourtant en lui-même est pas vraiment a été fait au plus simple qu'on puisse, puisque c'est un exécutable, tu dépackages un paquet, tu mets quelques informations dans un fichier de conf et c'est à peu près ça, ça tourne. Mais n'empêche que faut mettre les réglages, faut mettre il y a quelques trucs, il y a un petit peu de complexité intrinsèque et ça suffit pour que il y ait besoin de faire de l'accompagnement, du machin et tout truc. Et donc alors que le SaaS pur, limite, tu cliques sur un bouton, tu mets ta carte bleue et les gens ils ont déjà un service opérationnel. C'est encore mieux que le MongoDB parce que MongoDB faut l'installer. Sauf si tu prends justement si tu le prends as a service, quoi. Donc c'est pour ça que ça se répand aussi. Et donc c'était les axes de réflexion qu'on a en ce moment. Voilà. C'est cette capacité dual sourcing, conteneuriser, avoir des workloads et comme tu dis, faire tourner ton workload là t'as envie. Après, effectivement, avec les conteneurs, on va peut-être avoir la possibilité de fournir des trucs on-prem un jour, si.
Mais là, les conteneurs, ça rajoute une complexité importante. Et oui, parce que et là typiquement mon équipe, pareil, j'ai deux trois personnes que je suis en train de faire évoluer sur les conteneurs et qu'il faut amener, c'est de nouvelles pratiques, etc. Mais donc voilà, c'est les axes de réflexion qu'on a en ce moment, c'est hybrider cloud public, on-prem, bare metal, on va dire, ou de la VM. Et là, tu t'ajoutes cet écosystème de conteneurisation en service data. Là, je suis vraiment focus data autour de Mm. ça. Excellent, excellent tout ça. Comme je disais tout à l'heure, on a déjà été bien long. Où est-ce qu'on peut te suivre, Florian? LinkedIn. Moi, je publie sur LinkedIn, que ça soit sur les événements, etc. Plutôt pas mal LinkedIn, ouais. Eh bien, suivez cet homme. Suivez cet homme, vous ne serez pas déçus. Euh, Messieurs, quelles sont les actualités et où est-ce qu'on peut vous retrouver aussi avant le prochain épisode? Alors pour ma part, LinkedIn, oui, c'est plutôt pas mal puisqu'on est toujours dans le monde Microsoft avec la Global AI Community Live qui se retrouve justement en événement LinkedIn. Donc suivez bien la page pour avoir les prochaines annonces. Excellent. Et toi, Jérôme? Moi, on peut me retrouver sur le Slack du Big Data Hebdo, sur Blue Sky et sur Mastodon. J'ai pas quitté X, mais bon, c'est pas le réseau le plus à la mode en ce moment. Eh ben, pour ma part, vous pouvez me suivre sur le Slack du Big Data Hebdo où je continue à poster de temps en temps des choses, mais je suis toujours contemplatif de l'interaction de la communauté. Bravo à tous. Et sinon, sur LinkedIn, j'y suis de temps en temps. Chers auditeurs, chères auditrices, pour reprendre la formule consacrée, on espère que vous avez passé un bon moment à nous écouter, au moins, et que vous avez eu autant de plaisir que nous avons eu à l'enregistrer. Mille merci, Florian, pour ces explications et pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'était un vrai plaisir de t'avoir et on se retrouve très bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci.